Bonjour. Après les 3 référendums des 4 novembre 2018, 4 octobre 2020 et 12 décembre 2021, qui ont tous été hostiles à l'indépendance, il fallait trouver une solution de sortie de l'accord de Nouméa. C'est ce qui a été réalisé avec la signature d'un accord entre loyalistes, indépendantistes et l'État le 12 juillet 2025 à Bougival dans la région parisienne. Beaucoup s'interrogent sur la vraie nature de l'organisation politico-administrative prévue par cet accord, cette OCNI, objet constitutionnel non identifié. Car on est devant cette création juridique innovante qui bouscule les schémas traditionnels en matière constitutionnelle et en particulier les approches juridiques des relations de l'outre-mer par rapport à la République. Je vais donc dans un premier temps expliquer que, en nous référant au strict droit constitutionnel existant, il est impossible d'expliquer cette OCNI, puis, dans un second temps, apporter l'explication qui permet de donner du sens à cette création juridique nouvelle. L'OCNI, objet constitutionnel non identifié. Comment en effet comprendre et classer les principes imaginés par l'accord de Bougival et les rattacher au corpus de doctrines généralement admis par les constitutionnalistes? On a les plus grandes difficultés à le comprendre et à induire des règles à suivre. Car le système ne ressemble à rien de connu dans un État unitaire, en particulier sur le statut de l'entité créée et sur le statut des personnes concernées. Donc, en premier lieu, le statut de l'entité créée. Cette entité porte le nom d'État. S'il s'agissait d'un État indépendant et souverain, reconnu par la communauté internationale et ayant vocation à participer au concert des nations en adhérant à la Charte des Nations Unies, il devrait disposer de toutes les prérogatives possibles et imaginables, et en particulier des compétences que l'on nomme régaliennes. Sécurité extérieure, c'est-à-dire défense et affaires étrangères, sécurité intérieure, c'est-à-dire police, justice, économie, c'est-à-dire monnaie, et fiscalité. La Nouvelle-Calédonie conservera la compétence fiscale qu'elle détenait dans les statuts précédents et acquérera une compétence extérieure nouvelle, mais limitée. La compétence en matière de relations internationales est transférée à la Nouvelle-Calédonie dans le champ des compétences propres des institutions calédoniennes. Cela représente à la fois beaucoup et peu. Beaucoup, parce que la Nouvelle-Calédonie pourra par exemple passer des conventions fiscales avec l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, ou des conventions internationales en matière de santé. Mais peu, parce qu'on s'en exclut toutes les autres compétences régaliennes qui restent l'apanage de l'État. C'est donc assez bizarrement un statut d'État faisant partie de l'État français. L'accord prévoit que l'État de Nouvelle-Calédonie pourra être reconnu par des États indépendants. Une question épineuse pourra se poser en ce qui concerne les accords internationaux passés par l'État de Nouvelle-Calédonie avec d'autres États lorsque ces accords se heurteront à la politique internationale de la République. Imaginons un instant que les îles Salomon poursuivent leur rapprochement avec la Chine au point d'en devenir une succursale et qu'un gouvernement calédonien de coalition dirigé par des indépendantistes, comme on a pu le voir avec la collaboration de partis comme l'Éveil océanien et Calédonie Ensemble, signe des accords avec ces îles Salomon.
Imaginons ensuite que, comme l'Azerbaïdjan, les îles Salomon, téléguidées par Pékin, entament une campagne hostile aux intérêts de la France dans le Pacifique. Comment résoudre le conflit des compétences sans que la France apparaisse comme impérialiste? Ensuite, le statut des personnes. Les personnes auxquelles l'accord de Nouméa attribuait précédemment la qualité de citoyens calédoniens se verront, de manière surprenante, attribuer une nationalité calédonienne, dépendante de la nationalité française. Les mots ont un sens. La nationalité est liée au droit international qui ne la reconnaît qu'aux ressortissants d'un État indépendant. Même si le droit international reconnaît la possibilité de nationalités multiples pour un même individu, il ne peut admettre une nationalité dépendante d'une autre nationalité. En droit international, tous les États sont, théoriquement, égaux. Et la nationalité ne se conçoit qu'en cas d'existence d'un État de statut international. On est donc en droit de s'interroger sur le mécanisme qui pourrait amener d'autres États à reconnaître l'État calédonien et la nationalité calédonienne de ses citoyens. Quid également du passeport calédonien? L'accord de Bougival apparaît donc incompréhensible. Mais il en va différemment si on l'examine sous l'angle du fédéralisme. Si on cherche à lui appliquer les principes généraux de la situation d'un État fédéré dans sa libre association à un État fédéral, alors tout s'éclaire. Et les mots qui peuvent surprendre et déroger aux règles du droit constitutionnel interne ou du droit international dans l'approche précédente d'un OCNI dans le cadre d'un État unitaire, prennent alors un tout autre sens. Et tout juriste aime que les choses et les mots aient un sens et une logique. L'État fédéré. Regardons à présent l'accord de Bougival comme un accord de fédération et comparons-le aux États fédéraux existants. Dans cette approche, l'accord de Bougival fait de la Nouvelle-Calédonie une entité fédérée de la République française qui devient donc, de fait, fédérale. Car s'il y a fédération et État fédéré, il faut bien qu'il y ait un État fédéral. Il est donné à la Nouvelle-Calédonie l'appellation État. Rien de surprenant à cela. C'est l'appellation qui est donnée, par exemple, à 49 entités fédérées des États-Unis d'Amérique, à 6 entités fédérées d'Australie, à 26 entités fédérées du Brésil. Mais on aurait tout aussi bien pu l'appeler province, comme 10 entités fédérées du Canada. Ailleurs dans le monde, les entités fédérées peuvent porter des noms variés comme territoire, canton, lander, district, république, etc. Dans le cadre fédéral, le terme État n'a plus le sens d'État indépendant que lui donne la norme internationale. En général, les personnes relevant de la nationalité d'un pays, qu'il soit fédéral ou non, portent le nom de citoyen. Mais rien n'interdit, en droit interne français, d'appeler une personne qui relève de l'État de Nouvelle-Calédonie un national calédonien. Bon, je reconnais que cela apporte de la confusion, et pourtant c'est ainsi que l'ont voulu les signataires de l'accord de Bougival. On pourrait aisément faire observer qu'en fait, la nature du lien juridique constitutionnel qui rattache la Nouvelle-Calédonie à la République suit depuis l'accord de Nouméa
et même depuis l'accord de Matignon, une même trajectoire fédéraliste. Maints commentateurs avaient déjà noté ce caractère fédéral de l'accord de Nouméa. Dès l'origine, d'ailleurs, le sénateur Jean-Marie Giraud, lors de la constitutionnalisation de cet accord, déclarait à la tribune du Congrès de Versailles: l'objectif recherché, c'est le rapprochement de populations et d'ethnies diverses. Celles-ci y consentent et veulent le prendre en charge. Certes, on se rapproche ainsi d'une certaine forme de fédéralisme, mais qui s'en plaindrait s'il est bien vécu? Mais l'élément qui milite sans doute le plus pour cette assimilation fédérale du lien de la Nouvelle-Calédonie avec la France est la dérogation au droit de vote républicain. En effet, en droit interne et constitutionnel français, tout citoyen peut, après 6 mois de son installation dans une commune, demander son inscription sur la liste électorale de cette commune et a alors le droit absolu de participer à tous les scrutins municipaux, départementaux, régionaux, nationaux et européens organisés dans cette commune. Ce ne peut être que parce que l'on transforme la nature du rapport de la Nouvelle-Calédonie avec la République en un rapport de nature fédérale que l'on peut admettre une dérogation aux règles nationales en matière électorale et passer de l'exigence d'une résidence de 6 mois minimum à un temps plus long. C'est justement parce que la collectivité d'un genre nouveau que Bougival crée pour la Nouvelle-Calédonie échappe aux règles constitutionnelles habituelles de la République que l'on peut admettre pour ce genre constitutionnel particulier des règles électorales exorbitantes du droit commun, échappant en particulier au principe du suffrage universel posé par l'article 3 de la Constitution. Alors que précédemment, la dérogation exceptionnelle du gel électoral avait été accordée et reconnue comme acceptable par la Cour européenne des droits de l'homme, parce que l'accord de Nouméa avait une durée limitée dans le temps, ici, avec Bougival, c'est la novation juridique du statut constitutionnel de la Nouvelle-Calédonie vers un État fédéré de la République, sans limitation de durée, qui autorise l'adoption de règles électorales nouvelles et originales, en principe à titre définitif. Allez, je vais me mouiller un peu. Si on peut être tous d'accord sur le principe que l'accession à la qualité d'État fédéré peut justifier que l'on instaure à titre définitif des règles particulières pour les élections liées au fonctionnement de cet État fédéré, donc aux provinces et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, la durée de 10 ans me paraît excessive. Lors de la venue d'un ministre des Outre-mer, j'avais présenté à des membres de son équipe la proposition de 5 ans de résidence obligatoire, en expliquant que cette durée correspondait à celle de la mandature du Congrès, qu'elle satisfaisait au principe de l'établissement de liens solides et durables avec le territoire, qu'elle constituait une moindre entorse au principe des articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen relativement aux contributions fiscales, et en outre qu'elle permettrait, par exemple, d'exclure des consultations purement calédoniennes les fonctionnaires de l'État qui ne sont pas directement concernés. Mais bon, si tout le monde est d'accord sur 10 ans de résidence, je ne vais pas en faire un fromage. L'instauration du principe d'une loi fondamentale qui devrait consacrer la capacité d'auto-organisation de la Nouvelle-Calédonie
ne doit pas non plus surprendre. Il n'y a là rien d'extraordinaire en matière fédérale. On retrouve cela dans de très nombreux pays fédéraux et parfois pour des matières extrêmement sensibles. Par exemple, chaque État fédéré américain possède sa propre constitution en plus de la Constitution fédérale des États-Unis, ce qui est un pilier du fédéralisme américain où chaque État conserve une grande autonomie, légiférant sur des sujets spécifiques tout en étant soumis à la loi fédérale supérieure. Certains États fédérés appliquent toujours la peine de mort alors que d'autres l'ont abolie. Et ces États fédérés américains peuvent avoir des règles différentes concernant le mariage ou le divorce. En Australie, les États fédérés possèdent des compétences étendues également. Ils peuvent, par exemple, interdire l'accès à leur territoire à des résidents d'autres États fédérés, notamment pour des conditions sanitaires, comme ce fut le cas lors de l'épidémie de la Covid-19. Mais bien que ces différents États fédérés possèdent de très larges compétences, que ce soit aux États-Unis ou en Australie, le fédéralisme ne menace jamais la cohésion nationale. Le citoyen de Dallas se déclare texan et américain. Le citoyen de Brisbane se déclare queenslandais et australien. Et le citoyen de Boulou-Paris, de Yingen ou de Koumak se déclarera calédonien et français. C'est ça aussi. Il faut bien comprendre que le fédéralisme est un concept, celui qui qualifie le fait que des entités, indépendantes ou non les unes des autres, mais ayant éventuellement la possibilité d'acquérir pour elles-mêmes la qualité d'État indépendant, décident de renoncer à un possible statut d'État de droit international, de confier à un niveau fédéral un certain nombre de leurs prérogatives et d'accepter de s'y soumettre, l'ordre juridictionnel veillant à ce que chacun des deux niveaux fédéral et fédéré n'empiète pas sur les prérogatives de l'autre. S'il est un concept, le fédéralisme n'offre pas un modèle d'organisation. Dans le détail, il y a bien entendu un certain nombre de caractéristiques communes entre les différents États fédéraux. Mais il y a également un monde entre l'organisation générale de ces États, que ce soit entre la Confédération helvétique, les États-Unis d'Amérique, la République fédérale d'Allemagne, le Commonwealth d'Australie, le Dominion du Canada, les États-Unis du Mexique, l'Union indienne ou encore la Fédération de Russie. Il est donc loisible à la France d'organiser son fédéralisme comme bon lui semble. Par exemple, très fréquemment, les États fédéraux créent une entité fédérale particulière pour le territoire abritant la capitale fédérale. La France pourrait librement donner à l'Hexagone la caractéristique d'un État capital de la République française. Cela semble anodin aujourd'hui, mais deviendra vite un sujet central lorsque, dans les mois ou les années à venir, les différents territoires ultramarins, Corse y compris, manifesteront peut-être leur souhait de se voir appliquer le même statut fédéré que celui de la Nouvelle-Calédonie. Avec l'idée que le seul statut qui pourrait convenir à terme à la Nouvelle-Calédonie était le statut d'État fédéré dans une République française qui devrait alors devenir une République fédérale française, j'avais créé le site républiquefédéralefrançaise.fr. Je savais l'idée utopique en 1996 et qu'il faudrait du temps pour qu'elle fasse son chemin et s'impose. Je le savais si bien que j'avais alors qualifié le projet de utopique, politiquement incorrect, agitateur d'idées. Je n'ai eu de cesse au cours des années depuis 1996 de rencontrer divers leaders politiques, tant loyalistes qu'indépendantistes, et même des représentants de l'État.
pour les sensibiliser à l'idée fédérale. Eh bien, j'ai l'impression qu'on y est. J'ai aussi fait passer l'idée fédérale à divers leaders des autres territoires ultramarins, y compris en Corse. Il semble qu'aujourd'hui, ces territoires regardent avec intérêt ce qu'il se passe pour la Nouvelle-Calédonie, et il ne serait pas surprenant si cela éveillait chez eux l'envie de repenser leur rapport avec la République. Ce que laisse d'ailleurs présager l'appel de Fort-de-France du 16 mai 2021, signé par l'ensemble des présidents d'exécutifs des départements et régions d'outre-mer et adressé au président de la République, qui déclarait « L'heure est venue d'ouvrir ensemble une nouvelle étape de l'histoire des pays d'outre-mer au sein de la République. » Dans ce contexte, le Sénat se trouverait conforté dans sa fonction de représentant des territoires. Le plus grand danger dans le processus de constitutionnalisation de l'accord de Bougival réside dans son degré d'acceptabilité par la classe politique métropolitaine, majoritairement unitariste. Je me rappelle que le sénateur Charles Pasqua, grand unitariste devant l'Éternel, avait voté contre la constitutionnalisation de l'accord de Nouméa en 1998, précisément parce que cet accord institutionnalisait un degré de fédéralisme dans les institutions de la Ve République. Ce type de réaction est d'autant plus étonnant que sur toute la durée millénaire de l'histoire de la France, le pays a connu pendant plus de 800 ans un régime plus proche du fédéralisme que de l'État unitaire. Il y a fort à parier, si Bougival faisait des émules et les autres territoires ultramarins emboîtaient le pas à la Nouvelle-Calédonie, que l'ampleur des changements que cela impliquerait conduirait vraisemblablement au passage à une 6e République. Lorsque l'on adopte l'angle fédéraliste, les dispositions de l'accord de Bougival prennent plus de cohérence et j'ai envie de dire plus d'intelligence. Elle laisse en outre, pour les partisans de l'indépendance, la porte grande ouverte à une évolution dans ce sens, mais toujours dans le respect de la démocratie, vertu cardinale. Que les indépendantistes qui ont signé et maintenu leur engagement et leur signature de Bougival et leurs sympathisants se rassurent. Dans son introduction, la version de l'accord de Bougival publiée au journal officiel de la République française le rappelle clairement. Le droit inaliénable à l'autodétermination demeure garanti par la Constitution française et le droit international. Et dans ces développements, l'accord permet à une majorité qualifiée au Congrès de s'organiser et à une majorité simple du corps électoral de se dégager pour choisir ultérieurement la voie de l'indépendance. Les options sont donc ouvertes et c'est la démocratie qui triomphera. Il appartiendra aux tenants de l'indépendance non pas d'imposer cette solution. Imposer fonctionne rarement, surtout en Nouvelle-Calédonie, mais de convaincre une majorité de Calédoniens de sa viabilité. Le statut fédéral de l'accord de Bougival donné à la Nouvelle-Calédonie n'empêche ou n'interdit en rien l'évolution vers la pleine souveraineté si une majorité de citoyens calédoniens le décide. Mais, au bout du chemin, j'ai cependant l'intime conviction qu'une grande partie de ceux qui, aujourd'hui, souhaitent l'accès un jour à l'indépendance, à terme modifieront sensiblement leur approche devant le succès et la prospérité que le statut fédéral de Bougival apportera à la Nouvelle-Calédonie.